Bonjour à toutes et tous. Avec cette rentrée 2020 pas comme les autres, plusieurs projets sont en cours de réalisation, d'autres simplement dans ma tête. Ce qui est certain, c'est que ma vie change à nouveau. Pour commencer cette nouvelle saison, j'ai envie de tenter de vous retrouver 2 fois par mois avec un épisode en solo et un épisode d'entretien. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme, mais souhaitez-moi bonne chance. J'espère que vous prenez plaisir en m'écoutant et en écoutant mes invités comme j'en prends. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, car beaucoup de femmes sont en recherche de soutien, et c'est bien ce qui me motive à continuer. Pour ce nouvel épisode dans la thématique Parlons Thérapie, je reçois une invitée que vous avez déjà entendue au micro de Rester dans le Flow en 2019. Aurore Malekara, neuroscientifique et sexologue, fait partie des femmes qui m'ont marquée lorsque j'ai lancé mon podcast. Nous nous étions rencontrés suite au TEDx Women et Aurore m'avait fait le plaisir de venir s'entretenir au sujet de la psychologie cognitive et des recherches qu'elle menait sur les liens entre troubles alimentaires et violences sexuelles. Cette fois-ci, on remet le couvert en nous concentrant sur la mémoire, les mémoires, devrais-je dire, dont la mémoire traumatique et, un sujet ô combien tabou, l'orgasme réflexe. Vous allez voir, ou plutôt entendre, on ne va pas s'ennuyer. Allez, on discute. Bienvenue dans les entretiens Restez dans le flow. Le podcast du MeToo où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors pour ceux qui ne t'auraient pas déjà écouté dans l'épisode 6 de Rester dans le flow, je te présente en quelques mots. Tu es docteur en neurosciences, sexologue et thérapeute de couple ou en individuel. Et grâce à un double cursus en biologie et en psychologie, tu as mené des recherches en neurosciences cognitives sur les mécanismes de la mémoire, des émotions, en particulier sexuelles, du plaisir et de la récompense et par extension des addictions. La notion de plaisir, ou plutôt dans notre cas précis de réflexe orgasmique, sujet ô combien tabou, est celui que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Peux-tu nous dire en quelques mots ce qui t'a amené à te passionner pour l'étude des mécanismes reliant à la fois le corps et l'esprit, comme tu le dis si bien? Oui, alors en fait, exactement comme tu l'as dit, j'ai fait un double cursus de biologie et de psychologie. Je m'y retrouvais pas quand j'étais étudiante. Je voulais comprendre les processus biologiques qui sont derrière les comportements. On me proposait rien quand j'étais étudiante. Et en fait, c'est assez français, c'est beaucoup moins clivé dans des pays comme les États-Unis où on peut faire un parcours un peu plus à la carte. Et il y avait que 2 alternatives avec d'un côté la psychologie qui était très proche de la psychanalyse ou de la biologie qui était très très physiologique. Donc personnellement, j'ai rien contre ni l'un ni l'autre. Et ça m'a amené à travailler en fait très très vite dès mon master, pendant ma thèse, à la frontière des deux, avec des expériences et des techniques de neurobiologie, mais sur des thématiques de psychologie qui en fait ne s'étudiaient généralement que chez l'homme. C'est une dissociation d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup en médecine. D'un côté, on a soit on soigne le corps, on soigne la maladie, on soigne les symptômes, ou alors on va soigner la tête et la psyché. Et c'est assez gênant parce que quand on se place d'un point de vue de neurobiologie fondamentale, on sait très bien que les pensées, les émotions, les comportements sont des produits de la matière. Et ça va être influé par des choses très concrètes, mais vraiment hyper concrètes comme ce qu'on va manger, si on digère bien ou pas, si on dort bien ou pas. Donc par notre sommeil, nos hormones. Très rapidement, j'en suis arrivée à la sexologie parce que pour moi, c'est vraiment la discipline qui permet de s'appuyer à part égale sur la psychologie, la médecine et la physiologie. Donc c'est une des seules disciplines qui peut permettre cette réunion. Les médecines, par exemple, chinoises, les médecines orientales ne travaillent pas du tout comme ça. Donc en fait, c'est très très culturel. Après, ça a beaucoup d'avantages pour quand on veut étudier tel mécanisme, on est obligé de réduire. Mais quand on a une personne en face de soi, quand on veut comprendre des choses, même en recherche, il y a des choses où en fait, par exemple la mémoire ou les émotions, il y a des comportements, il y a des sorties entre guillemets, pour prendre un terme très cognitiviste, des sorties comportementales. Il y a vraiment quelque chose d'intangible. Il faut comprendre comment c'est encodé dans le cerveau et quelles sont les bases physiques
matériels qui sont derrière dans le cerveau. Mais justement, on va y venir avec la mémoire. Concernant le lien entre notre mémoire traumatique, celle qui surgit de nulle part, pour certaines personnes traumatisées, parfois 10 ans, 20 ans plus tard, et le sujet du jour qu'on va aborder, la notion de plaisir-réflexe qu'on subit parfois lors d'actes pratiqués avec ou sans violence physique. C'est un sujet très délicat, moi-même j'ai connu ça. Donc si j'en reste pour le moment sur la mémoire, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu peux nous expliquer la mémoire? On en a plusieurs, on en a qu'une? Alors, la définition que moi je préfère sur la mémoire et que je donne à chaque fois quand j'enseigne ce sujet, c'est qu'en fait la mémoire, c'est le but du système nerveux. Notre système nerveux veut faire de la mémoire. Donc typiquement, le nerf avec le muscle encode l'information de je dois faire une synapse entre ma terminaison neuronale et mon muscle pour pouvoir faire une action. La mémoire, c'est partout dans notre corps. C'est pas juste dans le cerveau à un endroit, c'est pas juste la mémoire qu'on peut déclarer. Donc en effet, il y a plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire déclarative, c'est en général celle-là qu'on appelle la mémoire, quand on parle de la mémoire. Donc la mémoire déclarative, c'est celle qu'on peut rappeler comme l'été dernier, j'étais en vacances en Grèce, blablabla. On peut rappeler aussi, je sais que Londres, c'est la capitale du Royaume-Uni. Donc ça, c'est des mémoires qu'on apprend à l'école, c'est les mémoires qu'on peut verbaliser, qu'on appelle mémoire déclarative. L'autre mémoire, c'est la mémoire non déclarative, c'est celle du savoir-faire, celle des habitudes, celle de savoir-faire du vélo. Les danseurs, c'est exactement ce type-là de mémoire qu'ils utilisent. Il y a aussi toutes les habitudes comportementales qui vont rentrer dans les mémoires non déclaratives. Donc nous, on va rester un peu plus sur la mémoire déclarative parce que souvent, justement, dans le cas de la mémoire traumatique, c'est souvent celle-là qui fait défaut. Mais en gros, si je résume très très rapidement, d'un point de vue darwiniste, on a besoin de se rappeler des éléments importants pour notre survie et de faire le tri avec ceux qui sont moins importants. Donc c'est très important d'avoir ça pour bien comprendre en fait la mémoire traumatique. De manière assez schématique, la mémoire fonctionne un peu comme une courbe en U inversée, notamment la mémoire déclarative, celle qui va nous permettre d'encoder les souvenirs. Il s'est passé ça quand j'avais 5 ans. Oui, on n'est pas dans un automatisme comme je vais me servir de mes 2 doigts pour faire telle ou telle chose. Exactement. Donc cette mémoire, elle fonctionne schématiquement un peu comme une courbe en U inversée. Plus l'intensité est forte du souvenir, moins la mémoire déclarative est efficace. Au début, si c'est pas assez fort, on retient pas. On monte, mais plus l'intensité est forte, mieux on retient. On arrive à une espèce de maximum, c'est une intensité moyenne, et on est au maximum des capacités de la mémoire. Mais si on augmente l'intensité du souvenir, on se rend compte que les capacités mnésiques diminuent. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si c'est pas assez intense, si c'est pas assez fort, le cerveau il va faire ouais, c'est pas assez intéressant, donc je ne m'en occupe pas. Si c'est trop fort, on balance sur un autre système, on bascule sur un autre système, et c'est plus le système déclaratif qui se met en place. D'accord, on change de système. On change de système, et c'est justement ça ce qui se passe avec la mémoire traumatique. L'émotion va prendre le pas sur l'information. Si on prend un exemple positif, c'est l'exemple du premier baiser. Il se passait plein de choses lors du premier baiser, mais des fois, quand les gens rappellent ça, ils se rappellent plus exactement du jour, de la date, Moi, je m'en souviens très bien. Ah oui, mais alors d'accord, mais il y en a plein, ils s'en rappellent quand même pas. Ils se rappellent pas nécessairement des détails de qu'est-ce qui a été dit exactement. En fait, c'est dans ce sens-là. Sur des petits détails de qu'est-ce qui a été dit juste avant, juste après. Des fois, c'est un petit peu ouf. Ou qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les gestes précis. Des fois, des personnes peuvent s'en rappeler un petit peu, mais pas complètement. Donc c'est un petit peu mélangé, mais souvent, ce dont on se rappelle, c'est l'émotion. L'émotion qui submerge, et en fait ça efface un peu tout. D'accord. Pour un exemple plus positif. Mais justement dans le cas des violences, exactement on rentre dans ce cadre de trop grande intensité, et donc du coup les structures qui sont dédiées à cette mémoire déclarative vont moins marcher. Donc ces structures, elles s'appellent les hippocampes. C'est 2 structures qu'on a dans les lobes temporaux. On en a 2 de chaque côté. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que c'est des structures donc sous-corticales, donc pas à l'intérieur, mais d'un point de vue évolutif,
c'est quand même un cortex ancestral. Donc elles ont quand même des capacités d'organisation en fait qui sont assez semblables à celles du cortex. Et les hippocampes sont reliés avec beaucoup de régions du cerveau, notamment les amygdales, qui sont des régions qui sont importantes pour la perception et l'encodage des émotions. Et les hippocampes sont aussi très reliés avec le cortex préfrontal, qui permet l'orientation quand il y a une attention. Donc typiquement, quelque chose d'important, le cortex préfrontal va dire à l'hippocampe, c'est important, tu te focuses et puis t'enregistres. Mais les hippocampes sont connus pour être une structure qui est extrêmement sensible au manque d'oxygène et au stress. De base, dans ces moments-là où il y a de la violence, dans une situation comme une agression sexuelle, on va avoir un rush de cortisol et d'adrénaline qui en fait sont extrêmement neurotoxiques et qui vont abîmer littéralement, physiologiquement, l'hippocampe. Et c'est ce qui va se passer, le souvenir va pas avoir en fait le temps de se consolider totalement dans l'hippocampe. Ça va être court-circuité, c'est comme si on devait enregistrer un disque, en fait on enregistre qu'une partie du disque. Et la partie pour l'hippocampe, donc pour la mémoire déclarative, n'est pas enregistrée. Par contre, les amygdales, qui enregistrent la mémoire plus émotionnelle, vont l'enregistrer. D'autres régions, comme des régions sensorielles, aussi une mémoire dans les cortex sensoriels, vont l'enregistrer. Des fois, quelques petites bribes vont quand même s'enregistrer d'une terme déclarative dans l'hippocampe, mais pas complètement. Donc du coup, ça est extrêmement désorientant. Comment dire, si je traduis un petit peu en français, ça fait que le souvenir qui va exister dans le cerveau, c'est un souvenir qui est là, mais qui est inconscient dans le sens qu'il n'est pas verbalisable. On peut plus faire appel à lui. En tout cas, pas encore. Exactement. L'émotion peut être encodée, la douleur, évidemment la peur, mais en fait c'est rattaché à rien de concret. Si je me souviens bien, on avait abordé le sujet dans l'épisode précédent, dans l'épisode 6, en parlant de Flavie Flament, qui avait fait analyser son hippocampe. Ouais. Et on voyait qu'il y avait plus de... Il était très réduit. Petit, ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, des personnes qui ont été victimes de trauma, en fait, ont des hippocampes plus petits. Donc, pour l'instant, là où on est la recherche, on ne sait pas si c'est parce que, de base, c'est des personnes qui ont tendance à avoir un hippocampe un peu en dessous de la norme, qui vont réagir de telle manière au trauma, ou bien si c'est le trauma qui amène la réduction des hippocampes. Donc, pour l'instant, on peut pas complètement dire si c'est l'œuf ou la poule. Oui, sachant qu'éventuellement, ou potentiellement, il peut peut-être se reconstruire, c'est peut-être pas le bon terme. Parce que moi, quand je regarde les miens, j'ai eu moi aussi une IRM. Ouais. Et on voit mes hippocampes, et pour le coup, alors qu'on sait très bien que j'ai subi un fort traumatisme qui a des conséquences, pourtant, au niveau des hippocampes, je suis normale, entre guillemets. On sait que justement, il y a des personnes qui sont plus résilientes, ont un hippocampe qui est normal. En tout cas, je peux faire appel à ma mémoire. Oui, tout à fait. Après, on sait aussi qu'il y a de la neurogénèse adulte dans des régions de l'hippocampe. Donc l'hippocampe est encore très plastique et donc c'est justement des très grandes pistes de recherche actuellement qu'on explore pour aider en fait des personnes qui ont subi des traumas. Mais avant ça, ce qui est important de comprendre et justement qui est très très perturbant pour les victimes, c'est que tout le reste en fait est encodé. Donc du coup, on peut avoir des bribes d'images, de sons, d'odeurs qui vont être elles reliées à ce souvenir. Et c'est aussi ça qui peut faire que les personnes, on peut dire, elles sont un peu entre guillemets comme des bombes à retardement, avec tout le syndrome de choc post-traumatique. Le souvenir peut pas être complètement classé et rangé et dire ça c'est un épisode de ma vie, ça s'est passé et c'est dans le passé. Il est toujours réactualisable, il est toujours présent. C'est un petit peu, on dit la trace, on parle de le chemin mnésique, en fait le chemin neuronal, on appelle ça la trace. En gros, elle est réactivable à tout moment. C'est ça, le syndrome de choc post-traumatique. L'agression, elle est encore littéralement présente. Elle fait partie du présent et pas du passé. Je vais réagir parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais pour le coup, ça me fait vraiment penser à un cas concret. Beaucoup de personnes ont dû connaître ça au sein de leur couple ou avec un partenaire. Cette mémoire traumatique, et quand bien même on est résiliente, elle peut effectivement d'un coup ressurgir avec un événement. Moi, je me souviens d'un événement qui a eu lieu il n'y a pas extrêmement longtemps, il y a 3 ou 4 ans, où mon compagnon me prend en photo en pleine basque, on était tous les deux tout à fait d'accord pour ça, il n'y avait rien d'anormal ou de choquant là-dedans entre nous, mais c'est vrai que c'était jamais arrivé. Il me montre la photo, et là, d'un coup, j'éclate en sanglots,
je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et en fait, c'est simplement que je me revoyais petite, en train d'agir, alors que c'était absolument pas le cas, c'était pas le sujet, j'étais bien, je m'amusais, je prenais du plaisir. Et bon, j'ai fait très peur à mon compagnon, c'est du moment. J'ai fait très peur à mon compagnon, et du coup, sur le moment, il s'est dit, j'efface la photo. Je lui dis absolument pas, surtout pas. Je reprends mes esprits, je lui disais ça en sanglots, je reprends mes esprits et je regarde l'image en me disant, voilà, ça c'est moi, c'est qui je suis aujourd'hui, je suis une femme, je suis tout à fait dans mon rôle, et j'ai besoin de le voir, de le visualiser pour que ça, comment dire, que ça s'engramme dans ma mémoire, que ce soit la bonne information qui vienne dans ma mémoire, qui s'installe dans ma mémoire, dans cette mémoire-là, et non pas apparemment une ancienne information qui n'avait plus rien à y faire, strictement plus rien à y faire. Et c'était bon. Du coup, hop, cette résurgence était traitée, analysée, et du coup rangée. Absolument aucun problème, évidemment, et j'en ai pas eu derrière. Mais voilà, comme quoi, à n'importe quel moment, un événement, et qui pourrait d'ailleurs, pour certains, n'avoir strictement aucun lien avec des ébats sexuels, pour des traumatisés sexuels, ou d'anciens traumatisés sexuels, ressurgit quand on s'y attend absolument pas. Ouais. Tout à fait. Mais là, on peut dire que c'est cette fameuse mémoire et ces hippocampes qui ont repris leur place, c'est peut-être pas le terme. Alors, mais, je dirais peut-être leur pas fonction. comme ça. Alors oui, là, ce que tu décris, moi, ce que j'explique toujours, c'est que c'est comme une espèce de nébuleuse, la mémoire traumatique, où il y a des petites accroches et des petites étiquettes. Et à tout moment, ces étiquettes, elles peuvent être tirées, et en fait, ça va amener toute la nébuleuse avec elle, avec tout le cortège d'émotions, avec tout le cortège de douleurs. Et c'est ça qui va vraiment amener ce qu'on appelle les symptômes de flashback. Exactement ce qui a été décrit avec « je me suis revue petite fille ». J'ai ressenti ça. J'ai revu mon agresseur. Je me suis remise dans la situation, etc. Et exactement comme ce que tu disais, ça peut arriver dans des situations sexuelles, mais ça peut arriver absolument n'importe comment, parce que les étiquettes, ça peut être une odeur, un son, une voix, un mot. Donc ça peut être complètement... C'est pour ça qu'on dit que c'est le syndrome de choc post-traumatique. Les gens sont un peu des bombes à retardement, parce que en fait, le moindre déclencheur peut les faire rebasculer. C'est aussi ce qu'on va retrouver avec, par exemple, dans les cauchemars. Il y a beaucoup de victimes qui se réveillent avec des cauchemars assez confus, avec des choses très très précises et une très très grande peur. Donc on peut avoir un peu les deux. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est parce qu'on a un peu cette cohabitation absolument permanente de choses qui sont extrêmement précises avec des choses qui sont extrêmement confuses. Ça va amener à tout ce qui est le domaine de l'hypersensibilité. Par exemple, on va avoir des personnes qui vont sursauter au moindre bruit, plus supporter des endroits bruyants, etc. Évidemment, ça peut durer pendant des années. Ça me fait rire parce que moi, il m'arrive quand même très souvent de sursauter ou je sais pas, je me dis je suis sur les nerfs alors j'ai strictement aucune raison. Ça peut être... Ça peut être... Ça, je veux dire, je peux être complètement résiliente et avoir des symptômes quand même encore comme ça. Ouais, d'hypervigilance, ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve D'accord. assez souvent. En tout cas, je ne l'ai jamais rattaché à ça, mais bon. D'ailleurs, peu importe pour moi, mais c'est intéressant à savoir. Mais oui, c'est très important de comprendre ça parce qu'on voit vraiment justement l'ampleur du problème d'un point de vue clinique pour l'impact que les violences sexuelles peuvent avoir sur les personnes. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est pareil pour des violences à grande intensité en fait. Donc ça peut être des violences physiques ou des grosses violences psychologiques. Il ne faut pas oublier non plus que les enfants sont aussi victimes de ces autres formes de violence et on sait que plus les violences ont lieu tôt, plus ça va impacter le développement de l'enfant et plus on a de risques de développer une mémoire traumatique. Mais si j'en reviens aux violences physiques et à cette notion de plaisir physiologique qu'on peut avoir parfois, et en tout cas dans mon cas dans l'enfance, évidemment c'est dû à un mécanisme de protection. Moi c'est quelque chose sur lequel je me suis renseignée relativement rapidement, en tout cas à mes 18 ou 20 ans. Ça m'a permis de prendre pas mal de recul par rapport à ça. On sait bref, il y a des conséquences chimiques à des actions qui sont menées lors d'un assaut sur le corps. Donc moi, des assauts qui ont eu lieu sur mon corps, que je découvrais moi-même d'ailleurs,
comme j'étais très jeune. Donc tout se mélangeait, ma propre découverte et ce que je subissais par ailleurs. Et évidemment un plaisir que je ne désirais pas, qui était là. Comment ça s'explique neurologiquement? Comment ça se passe? Et tu noteras que je ne parle pas de jouissance. Je n'utilise pas ce terme, mais c'est voulu. C'est voulu. Il y a deux choses. Il y a déjà ce qu'on appelle la dissociation, qui se met en place, justement comme je disais, quand il y a une agression, en fait, il y a un rush d'adrénaline et de cortisol. Ces deux substances sont toxiques pour le cerveau, donc le cerveau va court-circuiter, notamment les hippocampes, pour en fait les protéger. Donc ça, c'est ce qu'on va amener, ce qu'on appelle la dissociation, où en fait la personne va rapporter d'être extérieure à elle-même, se voir à la troisième personne. Des fois, on va entendre le terme de décorporalisation. On n'est plus dans son corps, on est hors de son corps, comme ça, et c'est exactement ce que tu disais en disant, c'est un mécanisme de protection. Donc ça, c'est vraiment connu, c'est un mécanisme évolutif, qui vient donc de l'évolution naturelle, pour permettre à la personne de se protéger, pour permettre au cerveau d'être protégé. Concernant le réflexe orgastique, puisque justement, c'est un réflexe, comme tu le disais, ce n'est pas une jouissance, c'est juste une réaction suite à un stimulus. C'est comme une boucle réflexe, quand on va chez le docteur, avec un marteau, il tape le genou, puis il y a un réflexe, le genou part tout seul. Donc, il faut pas oublier que là, on est quand même en train de parler de reproduction. D'un point de vue darwiniste, la reproduction, c'est complètement central parce que s'il y a plus de reproduction, il y a plus d'espèces, il y a plus de survie de l'espèce. Donc, si c'était moins robuste qu'un réflexe, d'un point de vue... On prendrait le risque qu'il n'y ait pas d'évolution, plus d'évolution. On prendrait le risque que l'espèce s'éteigne. Exactement. Donc, on a besoin d'un mécanisme robuste d'un point de vue physiologique et le réflexe est un mécanisme neurophysiologique des plus robustes. Et c'est donc le fruit de millions d'années d'évolution et de sélection. Pourquoi je replace dans le contexte de l'évolution? Parce que c'est tellement plus grand que nous, c'est tellement plus énorme que difficilement à notre échelle individuelle, on ne peut pas impacter dessus. Et c'est très très important de rappeler ça aux victimes, parce que justement, ça enlève toute possibilité de responsabilité ou de culpabilité. Ça n'est pas individuel. C'est l'évolution des mammifères. Si je schématise, on pourrait presque dire dans l'organe féminin, le clitoris justement et sa fonction, on a mis de côté pendant des centaines et des centaines d'années, ce qui est complètement hallucinant. C'est un peu comme un interrupteur pour s'assurer que hop, j'appuie dessus, il y a l'information de plaisir qui monte au cerveau pour dire hop, on a des choses à faire, on va pouvoir continuer l'espèce. C'est même pas que le clitoris, c'est le plaisir même que tout l'appareil génital, sexuel, même masculin, fonctionne de cette manière-là. Pour décrire un petit peu comment ça marche, les sexologues Masters et Johnson ont décrit de manière extrêmement empirique la réponse sexuelle. Si vous avez regardé la série Masters of Sex, ils montrent exactement très bien comment est-ce que cette découverte a été faite. En gros, la réponse sexuelle, c'est 4 phases. Première phase d'excitation, deuxième phase de plateau, ensuite la phase de l'orgasme et ensuite la phase de résolution. Donc, lors de l'excitation, en fait, le plaisir, il augmente plus ou moins vite selon les personnes. On sait que ça augmente assez vite chez les hommes, des fois plus lentement chez les femmes. La phase de plateau, c'est le plaisir reste en plateau. Ça peut durer longtemps, ça peut être court. Ensuite, il y a l'orgasme, qui se traduit par une brusque décharge de neurotransmetteurs, comme la dopamine. Et ensuite, il y a la résolution. Donc la résolution, c'est tout ce qui est, je me sens bien. On sait que c'est associé à des endorphines. C'est exactement le même état. Donc après beaucoup de sport, on se sent bien, on se sent fatigué mais bien. C'est les mêmes molécules. On sait qu'il y a aussi de l'ocytocine dans cette phase de résolution. Et c'est aussi d'ailleurs chez les hommes, c'est ce qui peut amener justement la période. Enfin, c'est pas ce qui peut, c'est ce qui amène la période réfractaire. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont éjaculé, ils peuvent plus avoir d'érection juste après. Et souvent, pour les hommes, ça s'accompagne de je suis fatigué, j'en peux plus, je veux dormir, si je caricature un petit peu. Et pas chez les femmes? Moins chez les femmes, en fait, parce que les mécanismes sont un petit peu différents. On comprend pas tout pourquoi d'un point de vue neurobiologique, mais en tout cas, ce qu'ont montré Masters et Johnson, c'est que ces 4 phases, c'est extrêmement robuste. Et c'est vraiment un réflexe. On le retrouve chez les hommes et chez les femmes. Et maintenant, on peut même du coup associer les hormones, les neurotransmetteurs qui sont impliqués. Je parlais tout à l'heure de dopamine et d'endorphine. C'est un peu ce que je disais. Des fois, on peut pas toujours séparer le corps et le mental. Les deux sont liés. Mais quand je dis
il faut relier le corps et l'esprit. Je dis pas qu'il faut les mélanger. Ce que je dis, c'est qu'il faut aussi comprendre ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre. Des fois, c'est exactement 50-50, mais des fois non. Donc, c'est pour ça que la question de l'orgasme après le viol est un sujet qui est très compliqué. Et ça avait beaucoup fait parler, justement, après MeToo, après l'altercation de Brigitte Lahaie avec Clémentine Autain, c'est ça ? Oui, je crois, oui. À la radio ou à la télé. Et très honnêtement, moi, je remercie vraiment Brigitte Lahaie d'avoir mis les pieds dans le plat, même si ça peut être, pas fait de la meilleure manière qu'il soit. Néanmoins, ça a permis d'en parler. Ça a permis de lever un énorme tabou. Et pour la première fois, il y a des victimes qui ont pu entendre que c'était arrivé à d'autres, qu'elles étaient pas les seules, que ça existait. Et c'est très, 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 très important parce que ça, c'est quelque chose que les agresseurs utilisent toujours contre les victimes. Surtout pour justifier, tu vois, en fait, elle en avait envie. Ah, mais tu vois, tu sais pas ce que tu veux. C'est quand on a des personnes victimes de violences, elles nous racontent ça. On sait ce que les agresseurs leur disent. Bien sûr. Ils le disent à chaque fois. Ah, mais tu vois, au final, t'as bien aimé, tu sais pas ce que tu veux. Ça détruit vraiment les personnes, majoritairement des femmes, donc ça détruit majoritairement les femmes, ça ancre vraiment un doute en elles, et en fait, elles savent plus exactement où elles en sont. Pour certaines femmes, d'ailleurs, ça peut être vraiment, vraiment très, 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 très destructeur. Il faut vraiment comprendre comment la machine marche. Vraiment, c'est le point zéro pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on en fait avec, pour pouvoir justement s'en échapper, pour dire, là, j'avais une responsabilité, un impact, un libre arbitre, entre guillemets, et pas là. Et quand on explique ça, justement, on peut, mais vraiment, anéantir tout sentiment de culpabilité ou de honte. Et ça, c'est indispensable. Que les victimes entendent que l'orgasme de base, c'est un réflexe tout court. C'est exactement comme le médecin qui tape sur le genou. Et justement, comme tu le disais avec le clitoris, pour l'homme et pour la femme d'ailleurs, parce que c'est important pour la survie de l'espèce, c'est là où il y a le plus grand nombre de récepteurs sensoriels. Donc, si vous stimulez à ces endroits-là, c'est normal qu'à un moment, justement, ça s'active. Là, la machine, en fait, elle marche bien. C'est juste ça que ça montre. C'est ça. Et c'est quand même une information hyper importante pour pouvoir cheminer dans sa résilience. Moi, je m'en suis servie intellectuellement, je me suis servi de toutes ces informations et de cette information de causalité pour pouvoir, je dirais, me pardonner, moi, d'avoir eu du plaisir. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui se pardonnent pas, qui restent figées sur cet état physiologique, qui culpabilisent à mort, alors que c'est le fonctionnement de notre cerveau, de notre corps. Du système nerveux, en fait, tout simplement. Voilà, complètement. Donc, aller voir un thérapeute, en tout cas, ou essayer de choisir le plus possible un thérapeute qui vraiment connaît cet aspect-là du fonctionnement du corps humain, c'est quand même hyper important. Bien sûr, c'est fondamental pour pouvoir justement aller vraiment déminer les bombes à retardement que les agresseurs ont mis en fait dans la tête des victimes. J'ai vu que la chercheuse américaine Kelly Sushinsky et le chercheur Martin Lalumière, ça c'est déjà plus simple, ont estimé dans une étude qui est parue en 2011 qu'au cours de notre histoire, il y a des millions d'années, nos ancêtres étaient souvent victimes d'agressions sexuelles. À cause de ce passé, les femmes auraient développé un moyen de se protéger, d'être blessées pendant les rapports. Donc finalement, c'est ce que tu disais en début d'entretien, on a depuis des millions d'années en nous une préparation au pire, finalement. On peut le dire comme ça. Alors, pour déjà rester un petit peu sur l'orgasme, aujourd'hui, il existe plusieurs hypothèses en ce qui se concerne, entre guillemets, l'utilité de l'orgasme féminin. Je dis l'utilité entre guillemets parce que, en fait, en biologie, on appelle ça un avantage sélectif. En gros, c'est un caractère qui permet une meilleure chance de survie et ou de reproduction à l'individu et donc à l'espèce. C'est ça quand je dis utilité. On a des hypothèses, notamment celle que tu as citée, c'est pour la protection des agressions sexuelles ou des viols, parce que à l'époque, on sait qu'il n'y avait pas nécessairement de préliminaires, c'était un petit peu comme des animaux et on suppose que c'était des viols. Un des arguments les plus valables de cette hypothèse, justement, c'est la lubrification de l'appareil génital de la femme qui va se protéger des chocs
de la pénétration. Ça reste une muqueuse, ça reste fragile. Moi, sur cette étude à proprement parler, je reste un petit peu prudente parce qu'il y a un faible nombre de participants et une étude à elle seule ne suffit pas à extrapoler, un peu comme ils le font, à des conclusions aussi fortes. Après, concernant toujours l'orgasme, il y a une autre hypothèse que je trouve aussi très intéressante qui dit en fait que la réponse orgastique permettrait de compenser la douleur lors de l'accouchement. Donc, pour pas rentrer trop dans les détails, pour l'instant, il y a à peu près 2 écoles. Il y en a une qui va vraiment dire que, vraiment, pendant l'accouchement, la contraction orgastique va libérer les endorphines et de l'ocytocine, parce que c'est ce qu'on a d'ailleurs vu mesurer avec les travaux de Masters et Johnson. Et en fait, on sait très bien que l'ocytocine et les endorphines agissent comme des analgésiques. Et donc, ça permettrait à la mère d'aller jusqu'au bout de l'accouchement. L'autre école va plutôt dire qu'en fait, le plaisir qui est obtenu pendant un acte sexuel, il est si intéressant que ça va le rendre vraiment attrayant et ça va compenser la douleur et le risque potentiellement de mort ou de complications lors d'un accouchement. Parce que à l'époque, c'était prendre un risque pour une femme d'être enceinte parce qu'elle pouvait moins se défendre facilement, potentiellement être quand elle accouchait ou quand elle allaitait plus exposée aux prédateurs. Donc il y avait vraiment une espèce de balance entre coût-bénéfice qui se mettait en place. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse exacte à ces questions. Pour l'instant, ce qu'on sait de manière ferme, c'est que ce n'est pas parce qu'une femme mouille qu'elle va jouir, et je dis bien jouir, donc pas avoir un orgasme, et c'est pas parce qu'elle mouille qu'elle va désirer un acte sexuel. Encore une fois, comme le montre en partie cette recherche, mais d'autres recherches qui vont dans ce sens, c'est que c'est une réaction physiologique pour préparer en fait la pénétration. Point. Donc c'est pas parce qu'une femme mouille qu'elle va vouloir désirer être ravie qu'un homme s'intéresse à elle, ou voilà. C'est vraiment une réaction réflexe. À bon entendeur. Voilà. Et justement, quelque chose qu'on sait aussi actuellement très très bien maintenant, c'est que ce n'est pas parce qu'un être humain, et je dis bien un être humain, homme ou femme, va avoir un orgasme qu'il va y avoir nécessairement une jouissance. Oui, c'est ça qui est intéressant avec le travail des chercheurs et des neuroscientifiques, c'est que on peut même aborder ça sur le plan sociologique. De plus en plus de personnes traumatisées deviennent résilientes en prenant en compte cet aspect des actes qu'elles ont subis, qui sont physiologiques, ces notions au niveau orgasmique qui ne sont pas jouissifs. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'orgasme et la jouissance. Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, justement, j'aime bien expliquer dans ces cas-là la dissociation qui existe entre érotisme et sexualité. Sexualité, c'est l'animalité. En fait, on peut parler de sexualité pour l'animal. Les animaux ont des rapports sexuels reproductifs, mais il y a énormément d'espèces qui ont plein de comportements, entre guillemets, satellites, comme des comportements de cours, des comportements de sélection, etc., etc. Donc, la sexualité, c'est vraiment le niveau vraiment zéro. En gros, c'est le Cro-Magnon qui tire sa compagne, enfin sa femme par les cheveux, par pulsion, parce qu'il a besoin de se vider, si je parle un petit peu crûment. Mais et pas elle. Elles peuvent pas le tirer par les cheveux, par la barbe. Ça peut être le cas. Ça peut si être elles le ont cas. envie. Si elles ont envie, oui, ça peut être le cas. Mais en fait, c'est vraiment ce côté de, moi, ma pulsion, mon besoin, c'est ça. Peu importe l'autre. L'autre devient un objet qui nous permet d'avoir accès à. Donc ça, c'est vraiment pour de la reproduction, c'est vraiment de la sexualité de base. Et on est d'accord que c'est les êtres humains, aussi bien masculins que féminins. Ah, tout à fait. Ça, on est tout à fait d'accord. Ça, c'est très important de le rappeler. Tu as tout à fait raison. Les femmes ont aussi des pulsions et voilà. C'est tout à fait normal. Tout va bien. Vous êtes même en très bonne santé. Mais l'érotisme, c'est autre chose. Pour revenir sur vraiment érotisme versus sexualité, l'érotisme, c'est vraiment la recherche d'un plaisir, voire même des fois d'un esthétisme, par l'acte sexuel. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une sublimation. Techniquement, j'aime bien l'expliquer comme ça parce que c'est ce que 99,999% des agresseurs n'ont pas compris et ne sont pas capables de ça. Parce que l'érotisme, ça implique un échange avec l'autre. Ça amène forcément à être à l'écoute de l'autre, à respecter l'autre, à respecter ses goûts, ses désirs, ses envies, mais aussi ses réticences, ses limites, ses changements d'avis. Parce on a le droit de dire non en pleine action, en disant non, ça je ne suis pas d'accord, on fait autre chose. Ou même tout simplement, oui, c'est pas parce que j'ai voulu essayer telle pratique la semaine dernière que maintenant on va remettre le couvert à chaque fois. Il y a une réelle écoute et un réel échange. Voilà. Et tant qu'on ne sera pas capable de se détacher de cette vision judéo-chrétienne que le plaisir charnel c'est un péché, justement, surtout pour les femmes,
parce que c'est pas parce que on a des désirs et des pulsions qu'on est forcément des femmes sales qu'il faut nous mettre au pilori. Tant qu'on n'arrivera pas à dépasser cette vision-là, on n'arrivera pas à s'en sortir. Moi, je suis une grande fan de Star Trek. Et l'autre jour, j'ai regardé un épisode de Star Trek Voyager et il y a un Vulcain, donc Vulcain c'est comme Spock, qui s'appelle Tuvok. Avec les superbes oreilles. Voilà, exactement. Et en fait, c'est des personnages, c'est une race d'aliens qui sont en fait très, comment dire, très sages, non? Très sages, exactement, très sages, très dans la réflexion. Il expliquait que à la base, les premiers Vulcains, en fait, c'était des barbares et qui ne suivaient que leurs pulsions, justement. On est tous parcourus par des pulsions primaires qui sont violentes, mais les ignorer, c'est leur laisser une opportunité pour qu'elles s'échappent. Et j'avais trouvé ça extrêmement juste. Et notre société, en fait, on a exactement fait pareil avec la sexualité. Comme on l'a pas maîtrisée, et comme en plus, nous, on va apprendre des choses très très différentes aux filles et aux garçons, c'est la catastrophe. Donc ça crée des tabous, et notamment, là où c'est le plus grave, c'est les violences, et les violences qui sont faites aux enfants. On n'arrive plus à maîtriser les conséquences d'une sexualité qu'on aurait tout à fait pu maîtriser si on avait eu un regard beaucoup plus sain vis-à-vis de la sexualité. Et donc ça fait partie de toutes les choses qu'il faudrait déconstruire ou travailler en tout cas. J'aime pas trop ce mot, mais vraiment oui, travailler, reconstruire et analyser et qu'il faudrait vraiment changer dans notre société parce que sur la question des violences sexuelles, c'est souvent les enfants qui sont les plus fragiles. Et quand je dis enfants, c'est pas juste des mineurs adolescents qui commencent à être curieux. On sait très très bien que en fait les chiffres sont assez catastrophiques concernant les violences faites aux enfants et qu'il y a même des agressions qui commencent dès la maternelle. C'est un tabou. On laisse nos enfants sans armes, sans mots pour pouvoir se défendre. C'est ça qui est dramatique, d'où ce podcast d'ailleurs, c'est de pouvoir en parler, ou en tout cas moi j'estime être largement légitime pour ça, en disant voilà, vous êtes adultes, vous avez tous été un enfant, une enfant à un moment donné, donc sortir de l'ignorance c'est quand même le meilleur moyen, et quand je dis sortir de l'ignorance, ça veut dire parler, échanger, discuter de manière tout à fait normale, en connaissant les choses ou en apprenant à les connaître, qu'on pourra faire avancer... qu'on pourra faire avancer, d'abord qu'il y ait un réel débat, faire bouger les lignes, prendre en compte réellement tout à fait. Les conséquences de ces traumatismes qui durent à vie. Tout à fait. Et avec un impact qui va bien au-delà de juste leur vie personnelle et intime. Bien sûr que non, ça a des conséquences sur tous les pans de leur vie. Ça a des conséquences sur tous les pans de leur vie. On parlait justement des conséquences de la mémoire traumatique, des conséquences aussi d'une hypervigilance. C'est aussi une fatigue, parce que c'est très 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 épuisant. Donc souvent, ça a des conséquences sur, surtout quand c'est des enfants, sur leur parcours scolaire, du coup leur vie professionnelle. Ça a des conséquences évidemment sur leur vie de famille, sur leur couple, potentiellement sur la manière dont ces personnes vont éduquer des enfants après. Donc en fait, ça rayonne sur absolument tous les aspects en fait de la vie d'un individu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à changer et pour l'instant, ça commence à changer dans le bon sens, notamment au niveau des éducations à la sexualité qui sont mises en place, pas encore autant qu'il le faudrait, mais ça bouge dans les écoles. Donc ça, c'est très important justement pour expliquer aux enfants, ne serait-ce que de leur donner des mots de l'anatomie. Pour qu'ils puissent aller dire à leurs parents ou à un référent, un tel il m'a touché à tel endroit-là, je voulais pas. Tout simplement. Et souvent, les enfants n'ont pas ces mots-là. Mais j'ai fait, dans une ancienne vie, des interventions sur la sexualité dans des écoles primaires, notamment, quand j'étais conseillère conjugale et familiale. Il y a quand même des associations, en tout cas celle qui m'a formée, l'école des parents et des éducateurs, est sur le terrain depuis des années et des années. Et ce que je trouve dramatique, moi, c'est que sincèrement, je ne le vois pas de manière systématique. C'est au bon vouloir du directeur de l'établissement. Ouais, c'est ce que. Alors je sais que beaucoup de gens sont choqués quand on leur dit non, mais moi il est hors de question qu'on parle de sexualité à mon enfant. Oui, enfin, pourtant, en réalité, ce serait la base. Donc, c'est un vrai problème parce que la loi impose normalement 3 heures d'éducation à la sexualité par an depuis la 3e section de maternelle. On est encore très très loin de la réalité. Pourtant, les programmes existent, mais c'est très très difficile de faire bouger les lignes. Ça bouge de plus en plus. Ça bouge de plus en plus, je pense aussi, parce que les parents ont peur du porno.
sur Internet. C'est ça. Donc finalement, c'est la peur qui les fait. Voilà, c'est très étrange. Mais alors que bon, c'est peut-être pas de ça dont ils devraient avoir peur, mais c'est pas grave. Au moins, si c'est ça qui permet de protéger plus d'enfants, voilà. Mais on peut parler d'une sorte de déni quand même de la part des parents. C'est vrai que c'est normal. On est encore une fois dans une protection. On peut être dans une famille où effectivement ça n'a jamais existé, l'inceste et les viols n'ont jamais existé, mais on a cet automatisme de protection. De se dire non, surtout pas moi. Donc, si on ne parle pas de sexualité à mes enfants, jamais rien n'arrivera. Alors, potentiellement, la personne qui pense ça, sans savoir, elle peut déjà avoir dans son entourage des personnes traumatisées. Exactement. C'est ça que je trouve dramatique. Souvent, en plus, je suis pas sûre que ce soit les personnes dans lesquelles il n'y a pas eu de violence qui vont penser comme ça. J'ai plus l'impression qu'au contraire, c'est ceux qui ont une attitude un peu comme un Vulcain vis-à-vis de ces questions-là, qui, elles, vont être assez ouvertes à ce que leur enfant sache ce qui se passe, mais aussi potentiellement au bien-être des autres enfants. Parce qu'on peut se dire, moi, mon enfant, il y a ça, mais il y a peut-être d'autres enfants, en fait. Et peut-être que y a d'autres enfants que leur seul enfant a protégé dans la classe, et c'est notre devoir de citoyen à tous, et c'est nos devoirs, littéralement, nos devoirs en tant que citoyens, de protéger les mineurs. Oui, tout à fait. C'est depuis le Code Napoléon. Moi, je suis par contre extrêmement choquée, et je le dis à chaque fois que je peux m'exprimer en public sur ces questions-là, c'est que les professeurs ne soient absolument pas, professeurs des écoles, ou même les professeurs collège, lycée, ne soient absolument pas au courant de la marche à suivre s'il y a un enfant, un élève qui vient se confier pour leur raconter ce qu'ils ont subi. Oui, c'est une de mes invitées, Cécile, qui en avait parlé lors d'une de nos émissions, où elle, justement, avait pu se confier à un professeur, je ne sais plus si c'était son professeur de français ou d'anglais, mais heureusement que cette femme était là. Et elle a pu être dans l'écoute, c'est devenu son référent ou son tuteur, celui dont on a besoin lors d'une résilience quand la famille n'est pas là pour nous. Ça a été extraordinaire et formidable. Et ça, c'est incroyable. C'est juste dommage que ce soit dans le domaine de l'incroyable. Oui, c'est ça. Et souvent, parce que notamment pour des enfants, il y a la famille et l'école. Et c'est tout. Donc, c'est absolument indispensable que les professeurs soient formés à, ne serait-ce déjà que réceptionner de manière, j'allais dire normale, mais en fait humaine, en fait, l'information. L'information. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Donc, je le répète, si vous, en tant qu'adulte, si un enfant vient nous voir pour nous faire part de ce type d'information, il n'y a pas à réfléchir. Il faut qu'on appelle la police. Ou le 3919. Le 3919, idéalement, ce qu'on doit faire, c'est appeler. Faudrait qu'il soit déjà formé aussi. Ça change, honnêtement. Là, oui, c'est vrai, on en avait discuté. Et puis, lors d'une émission où tu es passée, je crois, avec Virginie Giraud, oui, tout à fait. Voilà, sur Fréquence protestante. Il y avait eu un policier, un commissaire. Je crois, dans le 4e arrondissement de Paris, qui avait mis en place justement. Voilà. Ça, c'est génial. C'est génial, et j'avais rencontré moi aussi dans des formations que j'avais fait des policiers, et la plupart pour l'instant moi tous ceux que j'ai vus étaient très très attendus. Le retour au sein de leur brigade était très très attendu, parce qu'ils attendaient les informations pour pouvoir mettre ça en place, et une fois qu'ils se forment auprès des associations, ils reviennent et ils vont former en fait tout un leurs service. équipes. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment oui, ça il y a du mouvement, voilà. On est d'accord là-dessus. Voilà. Non, ça c'est très porteur. C'est très porteur. J'espère que dans les 10 ans qui viennent, vraiment, on aura essaimé sur tout le territoire. Ouais. C'est pas encore le cas partout, malheureusement, mais ça commence à changer. Donc moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein pour l'avenir et me dire, ok, les choses sont en place. Par contre, c'est vrai que dans les écoles, je suis toujours très choquée de devoir rappeler aux professeurs, non, en fait, votre travail, c'est ça. La loi, c'est ça. Vous devez rappeler justement la brigade des mineurs, c'est ce que je cherchais, pour faire part de la situation. Idéalement, vous faites une copie au procureur. C'est jamais connu. Et à chaque fois, la réponse que j'ai, c'est je sais pas. J'ai demandé à mon supérieur hiérarchique, etc. Et le problème, c'est que ils peuvent laisser renvoyer un enfant qui va aller chez son agresseur le week-end ou le soir. Donc ça, c'est pas possible.
Donc il faut vraiment, pour moi, ce serait vraiment un des angles les plus urgents. C'est vraiment l'éducation nationale. Qui est quand même la première à avoir les enfants 8 heures par jour. Exactement. Pour finir et en revenir quand même au sujet du jour, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour que les femmes arrivent à rester dans le flow quand elles sont justement dans leur vie intime avec leur compagne ou leur compagnon, pour ne plus culpabiliser d'avoir du plaisir? Ouais, alors déjà se rappeler que ce sont des réflexes. Moi j'aime bien dire ça, qu'en fait on est 100% d'inné, 100% d'acquis. C'est pas 50-50, c'est pas, voilà, c'est vraiment 100% des deux. C'est comme une maison. Dans une maison on a besoin et de l'électricité et de l'eau courante, pareil. Donc on a des réflexes et l'érotisme, la jouissance, donc, va s'appuyer sur ces réflexes pour faire quelque chose d'autre, pour faire quelque chose qui a du sens, arriver, comme tu le racontais, à être dans une relation avec un compagnon. D'ailleurs, ton compagnon a très bien réagi, puisqu'il a essayé de comprendre ce qui se passait, de ce que j'ai compris. C'est vraiment se remettre les choses à leur place. Il y a une part de réflexe qui est le fruit de millions d'années d'évolution, qui est partagée chez tous les mammifères, chez tous les primates. Donc ça n'est pas de la responsabilité individuelle. Nous n'avons, en tant qu'individu, aucune prise sur ça. Et ensuite, chaque personne a un chemin de résilience qui lui est propre. Donc je trouve que justement l'exemple que tu as donné était très très bien, parce que justement tu as pu vraiment expliquer que ok, ça reste là. Cette image, elle était, en tout cas à ce moment-là, elle était encore, la petite étiquette là de ma nébuleuse de tout à l'heure, elle était encore présente. On peut l'adresser, voilà, on peut la confronter, et maintenant on la met à sa place. Et puis c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, mais c'est dans le passé. Voilà, c'est vrai que pour préciser pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est vrai que au fil des années, au départ, ce réflexe qu'on a de regarder les choses en face, de les analyser en un temps aussi réduit, demande beaucoup plus de temps. Voilà, à 45 ans, il y a belle lurette que j'y arrive et que c'est pas en un claquement de doigts, mais quasiment. Et c'est important à préciser, c'est-à-dire que c'est pas parce que pour l'instant vous n'y arrivez pas que ce ne sera pas le cas dans quelques temps, dans quelques mois ou dans quelques années. Voilà, c'est important de garder ça en mémoire pour le coup, de se dire un jour j'y arriverai et un jour j'arriverai à mettre en place un fonctionnement et un système de réaction où je remets les choses à leur place, je redonne le bon rôle à chacun et à moi-même et à l'autre pour être résiliente. Ouais. Et c'est très important aussi que chaque personne se laisse le temps. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de 3 ans, et des personnes, elles vont avoir besoin de 20 ans. Voilà. Et c'est absolument à chaque personne son rythme. Il faut surtout pas se mettre la pression parce que il y a un tel qui a fait ça, il y a un tel qui a fait ça. Sur ces questions-là, en fait, c'est vraiment au cas par cas. Donc, si pour l'instant vous sentez que c'est pas le moment d'aller adresser ces problèmes-là, mais c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment, et c'est ok. Voilà. Et c'est vraiment ok. Et justement, si vous allez voir un thérapeute qui veut vous forcer à rentrer dans ces problèmes-là, surtout pas. Vous mettez le frein et vous partez. C'est vraiment vous écoutez vous. Voilà, vraiment. Et bien sur ce, merci. Mais merci. On se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes et contribuerez à redonner de l'espoir.